Hello à tous, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve pour ce petit épisode du week-end dans lequel on va parler rapidement des indices, notamment américains, qui sont sur les plus hauts, avec beaucoup de bons résultats qui ont été publiés cette semaine. Et ensuite on passera sur Meta, Novo Nordisk et aussi sur EssilorLuxottica, reparler d'une vidéo récente que j'avais fait parce que j'ai encore reçu les questions sur le prix cible, quand est-ce que je regarderai l'analyse, etc. Et donc voilà pour le programme d'aujourd'hui. Aussi, petit instant publicité, vous avez une offre sur la formation qui est disponible, car du coup je viens de faire la mise à jour et je vais monter le prix à la fin de la semaine. Et vous pouvez nous rejoindre, ça donne aussi accès à 12 mois de communauté inclus. Et dans le programme, ben, vous trouverez tous les modules vidéo, ma méthode complète, comment j'analyse une action de A à Z, mais aussi comment se créer une stratégie d'investissement à long terme, atteindre ses objectifs, les finances personnelles, les actions, les ETF, les options en bourse aussi. Enfin bref, vous avez la page de présentation disponible ci-dessous. Et dans la communauté, on échange avec des investisseurs au quotidien. Et c'est aussi le lieu où je fais tous mes posts, live, vidéos, revues de portefeuille, analyse quantitative des actions proposées par la communauté, etc. Vous avez le lien en description si ça vous parle et on se retrouve de l'autre côté. Et évidemment, il s'agit en aucun cas de conseils en investissement et on attaque avec la vidéo. Au niveau des résultats, on en a eu pas mal. J'ai regardé Apple, que j'ai en portefeuille. Ça va bien au niveau des ventes d'iPhone et de Mac. Je suis toujours content de l'avoir en portefeuille. Pareil, Microsoft en portefeuille. Alors, on pourra en passer 2-3, je ne vais pas toutes les passer. Vous avez ici le cours d'Apple qui est pas loin des plus hauts historiques, hein. Ça fait plaisir. Pareil, Microsoft, on peut aller regarder. Microsoft avait un peu corrigé. Certains parmi vous ont acheté la baisse, je le sais. Sur ces niveaux-là, on en parlait dans le school. Pour l'instant, je conserve ma position de la même façon. Ici, le prix de revient unitaire à 167. Amazon, pareil, très très bon résultat. L'entreprise a tapé un plus haut historique. Je vous dis, il y a eu beaucoup de bons résultats. Je passe rapidement dessus, mais j'ai une vidéo d'action individuelle que j'ai faite dessus. Regardez là, dans la semaine sur Google, Amazon et Microsoft. Donc je les ai traités, c'est pour ça que je passe rapidement. N'hésitez pas à retourner voir la vidéo. Amazon, plus haut historique. Très content qu'on ait pu, quand je dis on, ce que je fais sur la chaîne et dans la communauté avec tous les gens avec qui je parle, on a pu acheter ici là en mars, donc ça fait plaisir. On est un petit peu trop cher maintenant, mais j'aime beaucoup. Et Google, est-ce qu'on parle des résultats stratosphériques? C'était le nom de l'autre YouTube vidéo, d'ailleurs non trouvé grâce à l'un parmi vous dans la communauté. Merci à toi. Voilà, je ne sais pas quoi dire, Google. Plus de 150% en un peu plus de 2 ans et demi, 3 ans. Donc voilà, incroyable les résultats. Donc très bons résultats. On a eu aussi du coup les marchés qui vont bien. On va passer sur le S&P 500. Je fais ce passage le week-end parce que moi j'aime bien regarder les marchés sur le long terme. Je trouve que c'est très pertinent de faire ce suivi, de voir ce qui s'est passé sur les émotions, les cycles, etc. de marché, de peur et d'euphorie. Parce que plus j'avance en investissement, et j'en parle souvent, le plus je suis persuadé que, je sais pas, 70, 80, 90%, j'ai pas de statistiques exactes, mais une bonne partie du succès en bourse sur le long terme, pour moi, vient du contrôle émotionnel et de comprendre ce qui se passe et de savoir rester un peu stoïque, bien plus que de trouver l'action parfaite. Évidemment, analyser, il faut le faire, choisir ses actions individuelles, choisir ses ETF, mais c'est pas le plus dur, à mon avis. Une fois qu'on s'est analysé, vous voyez, je le fais tout le temps, ça déroule. Gérer le long terme, les émotions, comprendre que moi-même, ma plus vieille position en action individuelle, pas en ETF, en action individuelle, c'est Apple, et ça fait que 7 ans, c'est même pas du long terme, 7 ans. Comprendre ça, c'est important, c'est pour ça que j'en parle tout le temps. Bref, plus 14% depuis la baisse qu'on avait eue là, donc ça fait plaisir, les hausses. On a eu d'autres événements cette semaine, la Banque centrale, la dernière prise de parole en tant que président de la part de Jérôme Powell, en tout cas dans ses réunions, les FOMC meetings, donc les réunions officielles de la Banque centrale où elle annonce s'ils baissent ou pas les taux. Ils n'ont pas baissé les taux. Par contre, il n'y a jamais eu autant, ou en tout cas depuis 1992, autant de présidents des banques centrales, parce qu'en fait il y a plusieurs banques centrales et ils se réunissent pour prendre une décision, qui ont été en désaccord. Donc pas mal de désaccords sur que faire avec les taux, évidemment avec le pétrole qui fait remonter les prix à court terme de l'énergie, mais aussi la tendance de fond qu'on voit sur l'emploi, sur l'inflation, etc. Au niveau de l'indice de l'euphorie et de la peur, on est toujours en euphorie. On était en peur extrême il y a un mois, là on est repassé en euphorie à 67. Donc ça fait plaisir de voir les marchés bien se comporter, des très bons résultats sur pas mal d'entreprises qui se voient adopter au niveau aussi bien leurs produits que l'IA, etc. Et comme quoi les choses bougent, hein. Si on se refait un peu l'historique de là des 7 derniers mois,
Il y a eu tellement de trucs qui s'est passé. Le shutdown octobre-novembre, les peurs autour du shutdown aux États-Unis, l'euphorie de janvier. On était ici en euphorie au niveau de mon pointeur rouge. Et puis ensuite mars, la grande chute qu'on a vue sur le pétrole. Je note les peurs maintenant. Black Monday arrive, c'est entre le 27 et le 29. Le détroit d'Ormuz, il est toujours fermé. Les aéroports ont rouvert et la bourse est au plus haut. Donc voilà, ça se répète, et maintenant on attend la prochaine. Je sais pas ce que c'est, mais en attendant, je reste investi parce que ça monte. Et les résultats étaient assez exceptionnels. Donc voilà, j'achète un petit peu moins quand même en ce moment. J'avais beaucoup accéléré sur mars, ralenti sur janvier, je ralentis à nouveau sur mai, même si j'achète toujours tous les mois les affaires que je vois. Et content d'avoir pu acheter, et ne pas oublier que impossible de savoir où c'est la semaine prochaine. Évidemment, j'ai le sourire. D'ailleurs, je l'ai aussi quand ça baisse, parce que quand ça baisse, à chaque fois, je vous dis super, il y a plein de trucs à acheter. Je suis assez positif dans mon état d'esprit, de façon générale. Donc, impossible de savoir où on sera la semaine prochaine. Par contre, à long terme, si le cash généré par les entreprises monte, les entreprises auront tendance à monter aussi. Et on pourrait regarder ça sur un Apple depuis 2019, ce qui s'est passé sur le chiffre d'affaires, les marges, etc. Et voilà, il y a eu des hauts, des bas, tout ce que vous voulez, mais en attendant, si on regarde depuis 2019, l'entreprise à un moment, sur le très long terme, elle suit tout simplement les fondamentaux. Je vais remonter en 2019. Voilà. Bientôt 1x2 sur le chiffre d'affaires en 7 ans. Donc il y a un moment, l'action se comporte bien. Elle a aussi monté ses marges. J'avais pas prévu de parler de Apple, mais on en parle quand même. Vous allez voir l'évolution des marges. On est passé de 22% à 27%. Une belle augmentation dans le temps. Et puis pareil, un pivot sur le type de revenus, de plus en plus de revenus récurrents, toujours des produits physiques qui se vendent, etc. Bref, pensez long terme. Et encore, Apple, 7 ans, c'est du moyen terme pour moi. Allez, c'était une intro beaucoup plus longue que prévu. Enfin, c'était pas une intro, c'était le premier passage de la vidéo. Et on passe maintenant aux actions individuelles. Meta, on a eu les résultats très forts. Plus 33% de hausse sur le chiffre d'affaires en comparant les premiers trimestres 2025 et premiers trimestres 2026, plus 62% sur le bénéfice par action, vous l'avez ici, bon c'est pas très gros mais vous verrez, et de toute façon je vous ai fait une imprimée écran, enfin je vous l'ai écrit ici plutôt. Par contre, ce qui fait peur au marché, c'est les prévisions de CAPEX, donc CAPEX, investissement en grande partie dans les serveurs pour l'IA, le calcul, etc. de chez Meta, annoncé à 135 milliards. Et bien sûr, on va aller regarder les cash issus des opérations pour voir ce qu'il en sera du free cash flow, vous en doutez. Juste avant ça, les valos, ça se paie actuellement 12 fois les operating cash flow. 7 fois le chiffre d'affaires, mais bon, on a des marges élevées sur ce business, donc le prix par rapport au chiffre d'affaires, par contre, c'est normal qu'il soit élevé. Je vais aller vous chercher Meta. Parce qu'il y a un moment, on pourrait dire un prix par rapport au chiffre d'affaires de 7, c'est élevé, oui, mais bon, si on n'a pas regardé l'intégralité du compte de résultat pour voir ce qu'il en est des marges, voilà. Quand vous avez entre 30 et 40% de marge, c'est quand même cohérent que le prix par rapport au chiffre d'affaires monte un peu. Mais bon, ça vous le savez. Et si je nous mets là sur 10 ans, vous voyez, le seul moment où on l'a pris plus bas en termes de prix par rapport aux operating cash flow, et je mets pas les prix par rapport au free cash flow, parce que vu les capex, pas exploitable à mon avis, c'était pendant la fin de la grande baisse de 2022. Donc on est quand même sur des niveaux assez bas à ce moment, 17 de médiane sur 10 ans, contre 12 en ce moment. Je peux pas dire autre chose que la valo est basse. Le point qui fait peur au marché, je vais vous le montrer. Cash issu des opérations, laissez-moi aller vous le chercher, vous l'avez ici. En 12 mois glissant, on est à 125 milliards de cash issu d'opérations. Pour rappel, les flux de trésorerie disponibles, ce seront ces cash issus des opérations auxquels on retranchera les investissements, les capex. Ils nous ont annoncé 135 milliards de capex pour 2026, ce qui globalement veut dire qu'en fait, ils prévoient si on a encore un peu de croissance, je pense qu'on aura un petit peu de croissance encore sur les operating cash flow vu la tendance, en gros, ils prévoient qu'il n'y aura pas de free cash flow. En gros, ils prévoient qu'ils vont juste tout dépenser. Bon, ils ont un tout petit dividende, mais ils pourront certainement payer, mais je les vois très probablement peut-être ralentir leur achat d'actions, et regardez ici, cette dette qui monte. Oui, Meta lève de la dette pour investir. Et c'est ça qui fait peur au marché. Chacun fera son analyse qualitative. Là, je vous montre les chiffres, etc. Le qualitatif, je le ferai aussi, peut-être si elle continue à baisser, si on arrive à bien en dessous de mon prix cible avec une décote. Mais voilà, là, je vous montre ce qui fait peur au marché. Bien évidemment, c'est ça. Hausse de la dette, accélération énorme des dépenses. Et c'est là que vous trouvez quelque chose qui est assez étonnant, c'est que, quelque chose qui va revenir à chaque investisseur plutôt de décider. Parce qu'en fait, oui, les dépenses augmentent,
Mais pour l'instant, la croissance du chiffre d'affaires, elle est là, et la croissance des marges, elle est là. Globalement, si ça génère de la croissance, moi, ça me choque pas du tout qu'ils investissent. Et donc, l'entreprise qui a quand même bien corrigé, elle est aujourd'hui sur des valorisations basses. Je peux pas le dire autrement. J'en avais fait une autre vidéo il y a pas longtemps dans laquelle je disais que c'était à ce moment-là, là, fin mars, avec Microsoft, j'en avais fait deux, je me rappelle. Et ben les valos, je les comprenais, elles étaient pas chères. Et par rapport à ceux qui sont rentrés à ce moment-là, et même maintenant, si la baisse continue, je ressortirai le dossier. Donc voilà pour les valorisations, elles sont basses. Et on passe à la prochaine. Novo Nordisk, et du coup aussi Eli Lilly qui a publié, les résultats étaient bons, je les ai regardés, et IMS, dont on ne parle plus trop, le narratif a changé, et tout le sentiment change. Hein. Là vous avez le petit test que j'avais écrit dans une vidéo il y a quelques temps, où c'était Novo qui assigne IMS en justice, IMS est foutu, et moi je disais en gros David contre Goliath. Ce que je disais c'est que ça va certainement trouver un accord plutôt que de partir sur 4, 5, 6 ans de procès, que Novo risque aussi pas mal là-dedans, notamment parce que les 503A et les 503B c'est une loi, et c'est pas si simple que ça de changer une loi aux États-Unis. Bon, ça a négocié, ça a fait un partenariat, tant mieux pour Novo. Et honnêtement, Novo pendant longtemps j'ai dit non. J'avais commencé à la suivre en décembre 2024 à 85 $, si je prends le ticker NVO. On est aujourd'hui à 43, donc de 85 décembre 2024, c'est ici, ouais, donc on est sur du moins 50% depuis. Et pendant longtemps, je bloquais sur la valo, c'était non, 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 non. Puis à un moment, et en ce moment, je trouve la valo pas excessive. Par contre, je bloquais beaucoup sur le qualitatif, sur le fait que en fait, ils s'attaquaient aux distributeurs. IMS arrive à se mettre en face des clients, et quand vous êtes nouveau, vous devez trouver des clients. Et c'est une compétence. Et maintenant que la direction a changé, l'ancienne direction a fait des grosses bêtises. En tout cas, c'est ma vision des choses. Peut-être que d'autres estimeront qu'ils ont fait les choses bien. Elle a été changée, et c'était un point bloquant sur moi sur Novo, la direction. Maintenant qu'ils font des partenariats, que le sentiment se retourne, etc., Novo, moi, la valo, je la trouve pas chère. Enfin, pas chère. Je la trouve à un prix cohérent, en appliquant une décote raisonnable. Passer sur les valos sur Novo, je vais quand même vous les montrer. On est parti, voilà, je vais prendre la côté aux US. Et on peut regarder ici aussi les chiffres de Novo. Mais globalement, là je fais plus du qualitatif. Je suis content qu'ils aient fait un partenariat. D'ailleurs, j'avais écrit IMS ne s'attaque pas à Lilly, tiens. Et ça y est, ils commencent à distribuer aussi leurs produits. Je trouve ça intéressant. Et je suis content d'avoir IMS en portefeuille. J'avais fait plus que doubler ma position pendant la baisse. Même si émotionnellement, je sais que beaucoup m'en ont parlé, et il fallait tenir. Il fallait tenir lorsque tout le monde disait à IMS à 15-16 $ qu'elle était foutue, qu'ils allaient se faire tuer par Novo, etc. Bref, vous voyez Novo, hein, il y a encore peu, ça se payait 6 fois les operating cash flow et 2,4 fois, 2,5 fois le chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on est quand même remonté à 4 fois le chiffre d'affaires et 10 fois les operating cash flow, ce qui est toujours pas ultra élevé, hein. Je vais aller vous montrer les marges. On est sur une boîte qui a quand même plus de 30% de marge nette. Sur les operating cash flow, on est dans les 40%. Et sur les free cash flow, moins exploitables parce qu'ils ont quand même pas mal investi. Vous allez le voir ici, je vais vous le montrer. J'avais pas prévu de pousser autant la vidéo dans l'analyse, mais bon, c'est pas grave, je suis parti, on est en live. Je veux dire, l'enregistrement, je le fais en direct. Vous voyez, free cash flow s'est écroulé parce qu'ils ont pratiquement doublé leur capex. Donc moi, ça me choque pas. Donc plutôt regarder les operating cash flow. Je les regardais encore jusqu'à peu les free cash flow. Je modifierai peut-être mes chiffres. On va voir. J'attends les résultats qui vont publier bientôt, hein, semaine prochaine. Donc on regardera ça. Enfin, en tout cas, je regarderai ça. On verra si on fait une vidéo YouTube ou pas, pourquoi pas. Mais au niveau des valos, c'est bas. Je peux pas dire le contraire. Donc voilà, vous avez deux entreprises, Meta, valorisation basse, Novo Nordisk, valorisation basse. IMS, qui est quand même bien remonté, un peu moins basse, et Eli, j'avais regardé, c'est plus cher. Hein. IMS, ouais, incroyable quand même. Je suis bien content en tout cas. Bref. Et honnêtement, si je vous en parle autant, je veux dire, je sais que 95, 90, je sais pas, j'ai envie de parler de pourcentage aujourd'hui, j'ai l'impression. La majorité, on est tous ensemble en fait, on a juste traversé la partie volatilité émotionnelle, on a géré, on a eu du IMSA pas cher, et si j'en parle, c'est pas pour dire qu'on a bien fait ou mal fait, on peut avoir tort, j'ai déjà eu tort sur YouTube devant tout le monde, vous l'avez vu, sur des actions. Si je le dis, c'est juste surtout pour se rappeler de ces moments-là, parce qu'en fait, c'est dans les moments difficiles qu'on apprend. Honnêtement, en ce moment, à part apprendre à résister à la peur de rater le train,
bah, sur les indices, on accumule moins d'expérience tout là-haut, sauf, comme je disais, ne pas FOMO et racheter au plus haut, mais on apprend surtout là, hein, dans les baisses. C'est pour ça que je me permets tout le temps de vous parler de ces baisses, même si des fois on pourrait avoir une impression que c'est plus pour dire qu'on a bien fait les choses ou pas. Non, c'est juste pour se rappeler de ces moments-là, parce qu'on apprend tellement. Et donc voilà. Je sais pas pourquoi je vous ai encore fait une tangente. Je fais des tangentes en ce moment, ça part dans tous les sens. La dernière, Essilor Luxottica. J'en ai parlé il y a un peu plus d'une semaine, donc je vais juste vous reparler de la vidéo récente parce qu'on m'a encore redemandé, du coup j'en reparle. Globalement, ma conclusion, c'était que je commencerai mon analyse si on arrive sur une décote. Et aujourd'hui, on est tout juste. Il y a une petite faute de frappe ici. Aujourd'hui, on est tout juste à une valorisation que je peux juste comprendre, pas encore de décote. Je vais vous couper mon micro et je vais vous passer l'extrait que j'avais mis à l'époque. La direction, je viendrai à l'écouter, certainement me connaissant et aimant faire des très bonnes affaires, en tout cas d'après mes analyses. Voilà, si j'ai au moins 10% de marge de sécurité, un discount rate à 12%, donc à 160 euros, ok, je commence peut-être l'analyse. Et me connaissant, vous voyez, je l'ai écrit et je ne l'ai pas inventé, c'était déjà écrit dans la vidéo d'avant, max perso. Peut-être payer que 22,5 ou 20 fois, quoi. Je n'ai pas encore décidé, il faudrait que j'aille écouter la direction pour voir ce qu'elle dit. Mais ça peut paraître un petit peu trop conservateur, et c'est pour ça que j'adore YouTube, parce que bah, j'étais conservateur à 270, puis à 250, puis à 240, et oui, je le suis toujours. Donc voilà pour l'extrait. Elle cote à combien aujourd'hui? Je pense que j'ai reçu les messages parce qu'elle a encore baissé de souvenir. Ce qui n'est pas incohérent, hein, je veux dire, rien d'étonnant, les valos. Et on avait commencé à en parler quand? Ouais, à 270 en décembre. Ok, ouais, c'était là-haut, ouais, c'est ça. On commence à arriver, je dis quoi dans la vidéo? Je vais vous le retrouver. Ouais, on commence à arriver en payant max perso dans les 170, 180. Je retrouve plus le passage, super, pourtant je viens de l'écouter. Ouais, c'était ça, 175 à l'époque, 180, donc c'est où on est en ce moment. Et si j'applique un prix par rapport au flux de trésorerie disponible plus bas, c'est ce que je fais dans la vidéo, dans l'extrait que je viens de vous passer, il faudrait certainement tomber dans les 150, 160 pour que, attention, je le précise, pour que je commence l'analyse. Parce que, et je travaille beaucoup comme ça, et on fait énormément de quantitatifs ensemble, ça me sert à rien pour moi d'aller passer des heures et des heures et des heures à écouter la direction, éplucher les rapports financiers, écouter des podcasts, aller écouter ce qui s'est dit sur le partenariat avec Meta, etc., etc. Bref, je ne veux pas faire énormément de recherches à 270 euros, je ne veux pas faire énormément de recherches à 250 euros, je ne veux pas faire énormément de recherches à 245 euros, et à 180 euros, je fais toujours pas énormément de recherches. Parce que je vais pas passer des dizaines d'heures si elle repart la semaine prochaine et qu'elle n'a jamais touché le prix que je voulais. Parce que comme je travaille toujours comme ça, je regarde d'abord les chiffres, et quand on vient taper les chiffres, ça veut pas dire que j'achète, ça veut dire que ça y est, je commence l'analyse. Et si je vous dis ça aussi, c'est pour rappeler que évidemment, il n'y a pas un nombre de places illimité en portefeuille. Et donc, plutôt que de regarder les baisses, oh ça baisse, est-ce que c'est le moment d'acheter? Je préfère être dans le rationnel, établir un prix pour commencer l'analyse, ce que je fais avec plein d'actions, et après on commence l'analyse, c'est ce qui s'est passé sur énormément d'entreprises. Hein. C'est ce qui se passe en ce moment sur Meta et Novo. Hein. Novo, j'ai déjà commencé pas mal l'analyse. Meta, je commence à faire des recherches, à aller réécouter les appels, à voir ce qu'ils disent sur les capex, à ressortir les chiffres et tout, mais je le fais pas quand on est trop cher, tout simplement parce que y a tellement d'actions que le travail, je le fais que quand on est au prix. Et ben voilà, on a fini pour aujourd'hui. La vidéo était plus longue que prévu, je suis parti un peu dans tous les sens, mais c'est le week-end, j'aime bien. Et puis c'est ma passion, donc j'essaie vraiment de conserver des vidéos qui me plaisent. Laisser un petit peu mon esprit partir des fois un peu dans tous les sens. Ça fait des vidéos un peu plus longues, mais bon, il y a moins de cuts, c'est plus facile au montage. Et voilà, c'est quelque chose qui me passionne, de toute façon, je pense que vous le savez. J'espère que ça vous aura intéressé, je vous souhaite une excellente journée à tous et à très bientôt pour un prochain épisode.